Donc bonjour à tous pour ce sprint Readmetrics numéro 3, donc qui a commencé le 26 mars et qui se termine aujourd'hui le 28 mai. Donc nous allons vous parler de trois points clés qui nous ont bien occupés au cours de ce sprint. Donc le principal, c'est bien sûr l'enquête ESGBU, enfin le SGBU qui s'est terminé, enfin qui est terminé à la fin de la semaine avec les prolongations, qui nous a demandé pas mal de travail euh, pour moissonner, pour intégrer les nouveaux établissements, pour essayer de faire le maximum. Et donc on a moissonné donc les données d'usage éditeur de l'année 2023. Euh, Suite à cette campagne, on a essayé de faire des réglages, donc qu'on intègre dans ce qu'on appelle le travail de fond, parce qu'on s'est aperçu que, ben, en moissonnant, les comportements des endpoints, c'est-à-dire les machines des éditeurs chez qui on va rechercher les rapports, malgré le fait qu'il y ait Sushi qui existe et Sushi, c'est ce protocole qui est intégré à Counter 5 et qui définit comment on doit faire et comment les endpoints doivent répondre quand on fait des requêtes automatiques. Eh ben, tout n'est pas comme ça devrait être théoriquement. Dans la pratique, il faut qu'on s'adapte. Comme on souhaitait pouvoir euh, mettre à disposition des utilisateurs un maximum de données d'usage, on a essayé de faire pour qu'il y ait le maximum de données malgré les erreurs, les warnings et les choses comme ça. Nous, au niveau administration, du coup aussi, on a essayé de se trouver une espèce de protocole qui nous a permis de fluidifier les moissonnages et de faire ça progressivement et de bien le gérer. Et en parallèle, on a essayé aussi de documenter tout ce qu'on faisait, et en particulier aussi parce que la documentation est vieillissante. Et dans ce cadre-là, on a accueilli un stagiaire, Benjamin, il se présentera tout à l'heure. Et ce travail de documentation, en fait, ça consiste à rédiger la documentation avec un nouvel outil dont on a déjà parlé et qu'on a mis en place de façon un peu plus, comment dire, en production, un peu, enfin pas tout à fait encore en production, mais avec une visée de mise en production imminente. On vous expliquera tout ça. Je vais enchaîner. Merci, Ouais, Dom. voilà. Avec l'animation de la communauté. Donc, cette animation, elle passe aussi par l'information avec le blog readmetrics.org, donc la nouvelle adresse qu'on avait communiquée lors de la précédente sprint, avec deux articles en particulier qui ont été publiés pendant cette période. On a eu un nouvel article qui met en place les bonnes pratiques pour demander la mise à jour d'un parseur dans EasyParse, suite au travail qui avait été fait par nos collègues de Lille, hein, Achille Alouat et Magali Dia. Donc, on les remercie beaucoup parce que grâce à eux, eh bien, on a mis en place une pratique pour vous aider à justement mettre à jour les parseurs dans EasyParse de manière, de façon plus simple. Et aussi, ça permet d'avoir une interaction plus grande avec l'équipe de développement et de pouvoir tester en direct toutes ces mises à jour et toutes ces créations. Donc, je vous invite vraiment à lire cet article si vous êtes intéressé pour participer à la mise à jour des parseurs dans EasyParse. Et puis, un autre article qui concerne un nouveau tableau de bord générique. On le verra un petit peu plus tard. Un tableau générique qui permet justement d'avoir les accès refusés. Donc, c'est le cinquième tableau générique, puisque vous savez qu'il y en a quatre dans l'espace éditeur EasyMesure. Et on le verra tout à l'heure pour vous le présenter. Et puis on va passer à la campagne SGBU et je vais laisser la parole à Thomas. Merci Frédéric. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Merci. Donc ce qui nous a tenu éveillés là, ces 3 derniers mois, c'est un tas de trucs, mais en particulier la campagne SGBU qui s'est déroulée pour la deuxième fois pour nous cette année.
Quand je dis la deuxième fois pour nous, c'est parce que depuis la refonte de l'enquête, c'est notre deuxième campagne annuelle pour laquelle on a mis à disposition EasyMeasure et en particulier le module EasyCounter dans EasyMeasure pour aider à la saisie du volet usage numérique pour lequel on est maintenant capable, comme vous le savez par cœur, de moissonner des rapports chez les éditeurs et puis les présenter dans des tableaux de bord. Donc d'un côté les tableaux de bord génériques dont parlait Frédéric à l'instant, et de l'autre côté, un tableau de bord générique d'un type un peu particulier, qui est celui de l'ESGBU, et qui apparaît maintenant dans tous les espaces éditeurs de tous les établissements qui nous ont fourni au moins un identifiant sushi pour leur établissement, et pour lequel on a donc pu moissonner quelques rapports, soit la totalité des rapports pour tous les identifiants fournis, soit quelques rapports en fonction du taux de compatibilité réel à Counter 5 de chaque éditeur pris pour lui-même. Et Dominique reviendra un peu sur ce point, parce on s'est rendu compte qu'il était assez crucial. Enfin, on le savait, mais là, le fait de travailler à grande échelle, ça nous confirme que la conformité sushi, elle connaît un certain degré de variation, et que ce degré de variation, il a un retentissement assez direct dans ce que les établissements peuvent voir des données qu'on récupère pour eux. Donc, pour documenter, pour lancer, pour accompagner, pour lancer, pour documenter cette campagne qui est une grosse campagne, hein. C'est une enquête qui est menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous, on a été en relation très régulière avec les collègues, puis le collègue qui est en charge de cette enquête pour le ministère pendant tous ces 3 mois, là, un peu avant pour préparer, et puis pendant l'entièreté des 3 mois qui viennent de se terminer. Vous avez un billet de blog sur le blog habituel qui décrit ce qu'on est en train de faire quand on est dans cette enquête, et puis dans chacun de vos espaces éditeurs, si vous avez un compte sur EasyMeasure et un espace établissement, vous avez accès à votre tableau. Vous avez en fait accès à 2 tableaux ESGBU, le tableau de l'année dernière sur les données 2022 et le tableau de cette année sur les données 2023, puisque pour chaque année, on récupère l'entièreté des données d'une année civile complète. Donc là, il s'agissait de la campagne ESGBU pour les données 2023, donc on a moissonné l'entièreté de 2023 pour tous les établissements pour lesquels c'était possible et pour tous les éditeurs pour lesquels c'était possible. Et ça nous donne, si tu vas à la diapo d'après, Fred, quelques métriques. Globalement, tout en augmentation et en vert. C'est un petit marqueur pour vous signaler que tout va bien. Donc là, c'est pas les taux d'augmentation depuis l'année dernière, c'est les taux d'augmentation depuis notre dernière revue de sprint, mais l'esprit est le même. Donc on est aujourd'hui à 144 établissements qui nous ont fourni au moins un point d'accès, enfin des identifiants pour au moins un point d'accès sushi. Pour la plupart des établissements, c'est entre 5 et 40 à peu près. Puis on a quelques cas exceptionnels comme l'INIS CNRS, l'Université de Lille. Enfin, il y a d'autres établissements avec beaucoup plus d'identifiants sushi. Donc il y a un paysage assez divers. On est aujourd'hui à presque 200 points d'accès sushi enregistrés, c'est-à-dire des plateformes éditeurs pour lesquelles on a un point de contact technique réel qui nous permet de moissonner des rapports. Et quand on envoie une requête, on reçoit une réponse. Donc ça nous porte à... Enfin, ça fait qu'on a une couverture en termes de stade d'usage Counter 5 qui commence à être assez complète pour le paysage de l'ESR français. On a en tout, mais ça vous dira pas grand-chose, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, maintenant presque 3400 identifiants sushi saisis, tout pour tous les établissements confondus. Ça vous donne une idée de la masse de ce qu'on doit récupérer quand on lance des campagnes de moissonnage, comme ça a été le cas 2 fois par semaine là ces quelques derniers mois. En parlant de moissonnage, voilà, on a 150 moissonnages d'établissements, sachant que chaque fois qu'on lance un moissonnage, on sait qu'on est parti pour 25 minutes à 3 heures de travail. Tout ça, ça représente un certain espace disque, parce que toutes les données qu'on récupère, tous les rapports qu'on récupère, on les indexe ensuite côté EasyMeasure. Et donc on commence à occuper pas mal de place avec ces données d'usage. Et enfin, ce sans quoi ce dispositif n'aurait pas grande valeur, c'est le fait qu'on a des utilisateurs, des établissements et des collègues en établissement qui utilisent nos outils. Et donc ça se fait parce qu'on propose et on mobilise
des réunions de différents types, deux types en particulier, des webinaires et puis des supports mutualisés, au cours desquels on accueille entre 2 et 20 collègues, ou parfois un peu plus, pour passer entre 3/4 d'heure et 2 heures et demie avec elles et eux, pour leur montrer où sont les choses, comment est-ce qu'on les manipule, qu'est-ce qu'elles représentent, etc., etc. Et en guise d'explication complémentaire, Fred, si tu peux passer à la diapo d'après. En ce qui concerne cette fameuse campagne-là qui nous a pas mal mobilisés, alors pour la campagne, pour l'enquête en particulier, mais aussi parce qu'on sortait d'une énorme refonte dont on vous a parlé au sprint précédent, et aussi parce que ces campagnes de moissonnage, elles ont lieu là pour le SGBU sur une masse de données assez conséquente, c'est-à-dire les données de beaucoup d'établissements pour toute une année complète. Ça a occasionné pour nous, en tout cas, des ajustements qu'il a fallu faire en cours de route, et donc des remises en production et des retravails et des remoissons de points d'accès qu'on avait déjà moissonnés pour corriger les problèmes qu'on rencontrait en cours de chemin. Et une partie de ces problèmes, eh bien, en fait, viennent des éditeurs, parce que nous, on répercute des données qu'on récupère, et dès qu'on ne peut pas récupérer ces données, ou dès qu'on en récupère de façon que partielle, il faut y retourner, quoi. Donc, on a eu un- comment dire, un moment de recueil de données assez contraint, en fait, pour ce deuxième passage là, pour cette GBU 2024. Contraint parce que d'abord notre mise en production de notre EasyMesure est arrivée un peu plus tard que ce qu'on avait prévu. Donc on était en ordre de marche début mars. L'enquête SGBU était ouverte depuis la fin décembre à peu près. Sachant que l'enquête est toujours ouverte pour commencer à récolter des indicateurs de fréquentation des bibliothèques physiques, ce qui est pas notre domaine, et que la saisie des indicateurs sur la doc ELEC vient un peu plus tard. Mais n'empêche que voilà, on était vraiment au max de ce qu'on pouvait proposer, sans quoi sans quoi les collègues n'auraient pas pu profiter du dispositif pour saisir leur enquête. En tout cas, ça aurait été très compliqué. Donc on a eu 3 mois là pour cette enquête, c'était vraiment très court. Et donc les collègues, et on les en remercie, ont fait assez vite dans la saisie ou la mise à jour de leurs identifiants counter. On a eu beaucoup d'échanges avec les collègues. On a essayé d'être les plus réactifs possibles. Ça n'a pas toujours été possible, on s'en excuse, mais bon, je pense qu'on n'a pas trop raté de questions. Et puis évidemment, enfin on va pas s'en plaindre, mais le mois de mai était très compliqué cette année. Entre les congés et les ponts, on a eu l'impression de... Voilà, c'était très effiloché, quoi. C'était à la fois très intense et très effiloché. Les temps de présence des uns et des autres étaient pas mal contraints, et donc voilà, ça nous a ajouté un peu des obstacles là où ça aurait déjà été compliqué sans obstacles. Donc voilà, on espère que tout s'est bien passé pour tout le monde, mais en tout cas pour nous, on n'est pas mécontent que la campagne soit terminée là. Donc je le disais tout à l'heure, on a fait des sessions de moissonnage très régulières. Je pense que ça va ralentir un peu là dans les prochaines semaines. Pour les besoins de l'ESGBU, et parce qu'il fallait moissonner rapidement et beaucoup, on a procédé à des moissonnages 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis, comme je le disais aussi tout à l'heure, on a redéclenché beaucoup de moissonnages. C'est ce qu'on appelle des moissonnages ciblés. Donc à chaque fois que c'était nécessaire, à chaque fois qu'on avait un échange avec un éditeur pour un problème technique qu'on lui avait signalé, qui a été corrigé, on a remoissonné. Donc par exemple, chez Kern, il a fallu remoissonner plusieurs fois avant de récupérer les rapports. Et puis on a dans cet ordre d'idée, il n'y a pas que Kern, hein, je le cite parce que je l'ai en tête, mais il y en avait pas mal d'autres en fait où on a eu des soucis, certains qui auraient pu corriger tout de suite, et puis d'autres qui ne sont pas encore corrigés, à vrai dire. Je pense à Gale et à Jove, et à IOP aussi. On a encore des discussions en suspens avec ces éditeurs, et donc c'est des éditeurs pour lesquels on n'aura pas pu moissonner l'entièreté des données comme il aurait fallu pour l'enquête. Ça ne veut pas dire que les données seront jamais là, ça veut juste dire que dans le temps imparti, c'était impossible de les récupérer correctement. Donc voilà, c'est en attente, mais ça va finir par arriver dans vos tableaux. Ça sera juste un peu tard pour cette enquête-là, mais bon, toutes les données seront rechargées au fil de l'eau dans les prochains mois. Donc ça veut dire qu'il a fallu s'adapter au fil de l'eau pour tous ces comportements particuliers qu'on a rencontrés sur le chemin.
Et puis, en guise de conclusion provisoire, parce que Dominique va en redire quelques mots là sur ce bilan SGBU, ce qui a été très important et ce qui a été, je pense, très précieux pour beaucoup de collègues, c'est le support, quoi. Donc, on est organisé pour fournir du support, à la fois par mail et puis par des webinaires. On a la sensation que c'est utile et que ça s'est bien passé. Après, voilà, on se déplace en effectif toujours limité, même si on a une équipe stabilisée. Donc il y a des moments où peut-être on ne fournit pas du support comme il faudrait ou pas forcément au public qu'il faudrait. Donc n'hésitez pas à nous solliciter ou à nous le signaler. Je pense que ce sera un des gros chantiers de l'année qui vient. Parce que c'est aussi une commande côté Couperin, le fait de pouvoir euh, passer de l'information aux utilisateurs et puis essayer de mobiliser des utilisateurs qui ne sont pas encore trop dans les e-mesures. Parce que là, par le biais de l'ESGBU, on a accès à des utilisateurs d'un type un peu spécial, qui sont les responsables de l'enquête ESGBU en établissement et qui ne sont pas forcément les gestionnaires de DocElec ou les responsables de service doc, mais qui sont parfois d'autres personnels. Et donc le point d'accès ESGBU est très important parce qu'il mobilise beaucoup d'établissements au même moment sur un sujet qu'on sait bien traiter, mais c'est pas forcément les collègues, c'est pas forcément l'entièreté des collègues qu'il nous faudrait toucher. Donc ça c'est un chantier qu'on se propose de traiter euh, de façon plus complète après l'été, là. Et du coup, je vais finir sur la partie webinaire avec la toute dernière diapo de la séquence pour dire que voilà, en fait, on s'est donné beaucoup de mal avec Frédéric et Dominique tous les lundis et puis à quelques créneaux supplémentaires pour essayer de fournir de l'information sur l'enquête ESGBU en particulier et puis sur EasyCounter et EasyMesure en général dans un temps assez court, c'est-à-dire c'était des séquences de 35 à 45 minutes. Et on a réussi à toucher 126 collègues au cours de tous ces webinaires. On a dû en organiser, je sais plus, 8 ou 9, un truc comme ça. Sur les quelques semaines là où tout le monde était là. Donc les taux de participation étaient assez variables. On a eu beaucoup de monde au début et puis un peu moins par la suite. Mais tous les échanges qu'on a pu avoir avec les collègues qui se sont inscrits et qui sont venus au webinaire étaient souvent très riches et ces webinaires nous laissent penser que le cas d'usage ESGBU est très bien compris, même s'il est un peu particulier dans notre outil, parce qu'il mobilise des tableaux de bord d'un type un peu particulier par rapport à ceux qu'on fournit d'habitude. Mais ça fournit une sorte de porte d'entrée qui est bien pratique pour expliquer rapidement le dispositif, sur quoi on repose, sur quelles données on repose, et puis les choses auxquelles il faut faire très attention quand on manipule ces données, parce qu'elles ont une forme très aboutie, mais il faut regarder un peu sous le capot pour voir ce qu'elles recouvrent, pour être sûr qu'on n'est pas en train de manipuler des chiffres tronqués ou des choses qui ne sont pas exactement ce qu'elles devraient être. Voilà en guise de conclusion, désolé j'étais un peu long, et du coup je passe la parole à Dominique. Oui, merci Thomas. Donc lui, Thomas a fait un premier bilan de ce qui s'est passé récemment là, dans la période qui vient de s'écouler. Moi, je voulais revenir sur, enfin, je voulais découper ce bilan en deux volets, un volet organisationnel et un volet technique. Ce que j'ai noté dans le volet organisationnel, c'est que, en fait, comme l'a dit Thomas, hein, les établissements sont bien impliqués dans la gestion d'usage et ça les intéresse. Mais au cours de la campagne, en fait, bon, on a constaté quand même un étalement de cet engagement. À la fois, les établissements n'étaient pas tous mobilisés ensemble en même temps, mais quand ils étaient mobilisés, ils étaient mobilisés. Donc fallait répondre relativement vite et on a essayé d'avoir de la réactivité. Suite enfin, on avait fait cette grosse migration EasyMesure parce que au cours de la première campagne ESGBU, on avait eu à traiter des cas d'établissements qu'on avait eu du mal à gérer parce que, en fait, ces établissements, c'était des regroupements d'établissements, donc avec des composantes.
Et donc, c'est ce que j'ai exprimé en disant que c'était des structures à granularité variable. Et donc, on a un établissement qui regroupe d'autres entités. Et l'idée, c'était de permettre de pouvoir gérer ça en donnant accès euh, à la saisie des identifiants sushi, à la fois pour les composantes et à la fois pour la partie regroupement, quand il y avait eu une négociation globale pour des abonnements. Je pense qu'on a réussi à la fois avec la migration et avec la campagne de cette année 2024 à répondre à la demande, je pense. Là aussi, ça nous a demandé des réglages avec les correspondants qui eux-mêmes donc se sont bien engagés pour vérifier leurs données, parce qu'en fait, comme l'a dit Thomas, bah, nous on moissonne auprès des plateformes éditeurs, mais on ne sait pas en fait exactement le contenu de ce qu'on moissonne, et ça c'est vraiment les correspondants, les utilisateurs les gestionnaires des ressources qui sont à même de savoir si les données qu'on a moissonnées pour eux, bah, elles sont d'une bonne qualité ou pas. Et donc, il y a pas mal de contacts documentaires qui se sont bien attelés à la tâche et qui nous ont fait des retours et qui nous ont permis de remarquer des problèmes chez certains éditeurs que nous, on n'était pas capable de voir. Donc là, ça, c'était un point assez positif. Bon, par contre, tout ça, ça nous a, comme l'a dit Thomas aussi, bien consommé des ressources, hein. On était vraiment à fond sur le truc. Et alors là, l'objectif que j'ai, moi, en faisant ce bilan organisationnel, c'est que on n'ait pas laissé quelqu'un sur le bord de la route. Je pense que Thomas l'a dit, on a essayé de n'oublier personne. Et aussi de faire ce constat pour pouvoir aussi, il est fort probable que ça se reproduise encore. Et donc, de pouvoir toujours regarder un peu derrière pour pouvoir améliorer ce qui peut l'être. Voilà. Donc les webinaires réguliers, je pense que ça a marché. Les moissonnages réguliers, ça a marché. On a essayé de pousser à communiquer à travers les problématiques communes que pouvaient rencontrer les établissements et auxquels nous, on n'était pas forcément sensibilisés. Et puis, on a essayé de garder des traces de ce qu'on faisait pour pouvoir justement vérifier qu'on n'oubliait personne. Le deuxième bilan, donc c'est le slide suivant, c'est le bilan technique. Enfin, le deuxième volet du bilan, c'est le bilan technique. Là aussi, hein, comme l'a dit Thomas, on s'aperçoit que on a quand même réussi, avec le protocole Sushi, de gérer le moissonnage de données d'usage, mais pour tout le SR. Donc vraiment, je pense que c'était quand même une grosse opération. On a parfois même écrouler des endpoints éditeurs qui n'avaient pas été prévus pour ça, parce qu'en fait, comme on moissonne pour beaucoup de monde, et pour certains établissements, il y a beaucoup de données, certains éditeurs se sont aperçus qu'ils n'étaient pas forcément bien taillés, enfin que leur solution technique n'était pas forcément bien taillée, mais nous, de notre côté, on a réussi à gérer tout l'ESR en fait, qui avait ouvert un compte, enfin tous les établissements qui avaient ouvert un compte dans EasyMesure. Un point aussi, c'est que la certification Counter 5, c'est une certification qui comprend le protocole Sushi, mais même s'il y a beaucoup de choses qui sont décrites dans ce protocole, en termes de problématiques techniques qu'on peut rencontrer quand on doit faire les choses, nous, au niveau EasyMesure avec EasyCounter qui moissonne, toutes les problématiques techniques n'ont pas été envisagées et on restait il y a des moments où on ne savait pas ce qui se passait et donc on a dû réagir pour pouvoir savoir ce qui se passait, réagir, éventuellement contacter les éditeurs. Euh, donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Sushi, c'est vraiment nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut en faire il faut faire plus que ce qui est prévu dans Sushi pour pouvoir bien gérer. Il a fallu faire ça pour bien gérer cette campagne SGBU. Et donc, à la slide suivante, les actions qu'on pourrait envisager pour gagner
en efficacité, bon, il y en a certains qu'on a déjà mis en place, c'est de bien détecter les raisons des problèmes rencontrés sur certains endpoints, hein, même si ça n'a pas été prévu dans le protocole, ou si en fait les réponses des endpoints, donc des plateformes éditeurs, ne répondent pas comme ils le devraient, il faut qu'on puisse savoir la façon dont ils répondent, il faut qu'on puisse interpréter ce que c'est. Au départ, on aurait pu se dire, bah voilà, les règles sushi sont ce qu'elles sont, donc si les règles ne sont pas respectées, eh ben, on ignore. Sauf que c'est pas ça en théorie, effectivement, mais on peut pas se satisfaire de cette réponse parce que on s'est aperçu qu'il y a des plateformes qui sont quand même des plateformes importantes pour les utilisateurs, ont des données qui sont essentielles, et donc il faut qu'on puisse, malgré les erreurs, les intégrer, parce qu'il peut y avoir des erreurs sushi, c'est-à-dire un rapport qui n'est pas tout à fait conforme, mais il y a quand même des données, et donc il faut qu'on puisse quand même l'intégrer dans notre système pour pouvoir proposer les données d'usage, et que en fait l'ensemble des endpoints qui soient moissonnés soient représentatifs des abonnements en fait des établissements. Donc ce qu'on envisage, qui n'est pas encore en place, mais pour lesquels on a un début de réflexion, c'est que il faut qu'on puisse donner du feedback, et pas forcément manuel. Là, en fait, on s'est aperçu qu'on l'a fait de manière manuelle avec des mails, des échanges, etc. Et donc ça, c'est très consommateur. Donc c'est pas souhaitable qu'on passe autant de temps à chaque fois. Donc il faut qu'on puisse automatiser un certain nombre de choses pour qu'on puisse remonter vers les éditeurs les problèmes qu'on a soulignés, qu'on peut mettre en évidence sur leur plateforme, pour que ça soit pas à nous de faire les efforts, que ça soit à eux à corriger leur système, sachant que potentiellement nous ne sommes pas les seuls consommateurs de leur système. Et puis donc du coup aller un peu plus loin aussi, et puis participer peut-être à la mise en place des nouvelles versions Counter 5. Il y a une nouvelle version qui va arriver, et donc proposer des solutions techniques qui permettraient de renforcer l'efficacité de l'audit, pour dire voilà, hein, si vous voulez être édité, il faut vraiment, si vous voulez passer l'audit Counter 5 pour les éditeurs, il y a certains points qui actuellement sont dans le flou et qui méritent d'être un peu plus vérifiés. Voilà. Donc ça, c'est pour que les efforts qu'on a effectués au cours de cette campagne puissent être, on puisse en tirer profit pour l'avenir. Ensuite, je te passe la main, Fred. Merci, Dom. Alors, avec cette campagne SGBU, on a quand même, je dirais en tâche de fond, continué à travailler notamment sur les tableaux de bord et les tableaux de bord génériques. Comme je le disais tout à l'heure, vous en avez dans l'espace éditeur, vous avez 4 tableaux de bord génériques: le Title Report, le Database Report, le Item Report et le Platform Report. Eh bien, il y a un nouveau tableau générique qui vient d'être chargé dans tous les espaces éditeurs de tous les établissements donc, qui ont saisi des identifiants. C'est le tableau qui va vous permettre de regarder les accès refusés pour lesquels vous avez donc saisi des identifiants, donc pour lesquels vous avez des consultations et des accès refusés. Voilà. Donc, ce tableau de bord, eh bien, il a fait l'objet d'un article de blog, hein, je le disais tout à l'heure, qui a été publié récemment. Donc, il va vous permettre de connaître un petit peu les différentes visualisations qui sont disponibles sur ce tableau. Il faut savoir que c'est un tableau 3 en 1, puisque ce tableau va vous permettre de voir les accès refusés pour les 3 rapports qui sont signalés donc, dans le titre, le TR, le DR et IR, Item Report. Et donc, vous aurez des vues qui seront globales pour l'ensemble du tableau, et des tables qui seront bien spécifiques pour les types de rapports. Voilà, donc on a organisé un premier webinaire le mardi 21 mai pour présenter ce tableau de bord. Et en fin de sprint, vous verrez qu'on vient de programmer une date pour un prochain webinaire avant l'été, pour vous présenter à nouveau ce tableau pour ceux et celles qui n'auront pas pu participer au précédent webinaire. Je vais laisser la parole à Thomas à nouveau pour parler du comité de coordination qui aura lieu très très bientôt.
Eh bien oui, pas ce jeudi ni le suivant, mais celui d'après. Non, voilà. Il arrive jeudi prochain en fait. Donc, jeudi, on se réunit à une grosse vingtaine à Paris pour relancer un rendez-vous qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment. Et qui réunit des collègues évidemment de l'équipe INIST CNRS, des collègues du consortium Couperin et puis des collègues en établissement qui utilisent le service, les services Readmetrics, donc EasyParse, EasyMeasure, EasyCounter, soit depuis un long moment, soit depuis plus récemment, et pour discuter de ce qu'on a fait ces derniers temps, mais que vous connaissez par cœur puisque vous assistez toutes et tous à nos revues de sprint, et puis surtout pour passer du temps sur la feuille de route immédiate et puis un peu plus lointaine, donc le programme de travail qu'on se propose d'esquisser ensemble, en gardant toujours en tête que comme on reste en mode agile quand même si on vieillit, il y a des choses il y a des choses qu'on se fixe sur la feuille de route globale qui sont repriorisées à chaque sprint ou presque. Mais donc nous on a quand même quelques idées de ce vers quoi on peut aller, de ce vers quoi on veut aller, et puis du caractère réaliste ou non de certaines propositions. Et donc, c'est l'occasion d'en discuter un peu collectivement et de, de boucler en quelque sorte cette première grosse étape qui est celle du renommage de nos outils en une boîte qui s'appelle désormais Readmetrics et d'accueillir Tom, qui était en contrat INIST enfin qui reste en contrat INIST jusqu'au début de l'été là, et puis qui bascule sur un contrat Couperin à partir du mois de juillet, et puis de discuter des conditions de financement de ce projet, en particulier la convention de partenariat qu'on a avec l'OCLC, et puis de voir comment est-ce qu'on continue. Voilà, donc c'est une journée de réunion. La matinée sera en mode mixte, avec une possibilité de rejoindre par Zoom pour les collègues qui étaient invités à nous rejoindre. Et puis l'après-midi probablement restera seulement en mode présentiel pour les collègues qui auront fait le déplacement à Paris. Et puis on vous en redira un mot, je pense, à une des prochaines revues de sprint pour vous dire. Enfin, on mettra quelques photos et puis on vous en dira quelques mots, mais la réalisation de ce comité de coordination, c'est la validation d'une feuille de route pour l'année qui arrive ou les 2 prochaines années qui arrivent. Voilà à peu près ce que je peux en dire. Et je vais laisser la parole maintenant à Tom. Et donc bonjour à tous, et je vais vous parler de ce qu'on a fait durant cette sprint d'un point de vue développement, où on s'est surtout focalisé sur corriger les petits soucis qu'on a rencontrés lors justement des moissonnages pour le SGBU, mais aussi les petites idées, les petites améliorations qu'on a pu avoir afin de fluidifier toute l'opération. En l'occurrence, on s'est rendu compte que quand les utilisateurs rajoutent des identifiants sushi afin qu'on moissonne leurs données auprès des éditeurs, il manquait un petit quelque chose pour indiquer si justement l'identifiant avait été déjà moissonné ou non, et on a choisi du coup de rajouter une colonne exactement là où on ajoute des points d'accès sushi, on vérifie s'ils marchent bien, si les données sont bien là, etc. D'ailleurs, c'est une interface qu'on voit à l'écran maintenant. Et maintenant, il y a du coup une nouvelle colonne disant la date de dernier moissonnage, où quand on clique dessus, on a accès directement à la matrice qui avant était dans un sous-menu. Maintenant, on y accède beaucoup plus rapidement. On a aussi travaillé sur l'adaptation aux différents points d'accès. Comme l'a dit tout à l'heure Dominique, on a beau avoir Counter et Sushi qui nous donnent des lignes directrices, il n'est pas rare que certains points d'accès décident de jouer un petit peu avec leurs propres règles, et du coup nous on doit s'adapter un petit peu à tout ça. Notamment, il y a quelques sprints, on a changé la manière de tester un identifiant pour savoir s'il marche ou s'il y a un problème d'authentification, et donc l'indiquer immédiatement pour qu'on puisse changer les identifiants ou qu'on aille se renseigner pourquoi ça marche pas, etc. On fait ça maintenant en récupérant un certain rapport, le PR, qui date d'il y a environ 3 mois. Sauf que lors de la campagne ESGBU,
on s'est rendu compte que certains points d'accès ne supportent pas le PR. Et donc, on se retrouvait avec des identifiants qui étaient marqués comme non fonctionnels, en erreur, alors que les identifiants marchaient. C'est juste qu'on ne demandait pas le bon rapport. Donc, on a rajouté la possibilité que les administrateurs puissent changer le rapport qu'on utilise pour tester, afin que justement ces identifiants qui étaient en erreur passent en fonctionnel. On a par exemple le cas de ENI, où il ne supporte pas le PR, mais il supporte le PRP1, donc on a choisi d'utiliser le PRP1 pour aller tester ENI. Toujours pour s'adapter au point d'accès, on a assoupli nos règles de validation au niveau des rapports counter qu'on récupère, dans le sens où même si c'est très bien encadré, il y a encore des écarts. Typiquement là sur l'écran, vous pouvez voir un rapport que Kern peut nous renvoyer, où parfois le publisher est à une valeur un peu spéciale qui veut dire qui n'est pas présente, en l'occurrence, null. Et jusqu'alors, sur EasyMeasure, ça considérait que le rapport était invalide, donc on ne chargeait pas les données qu'il y avait derrière. Pour justement un peu augmenter le pourcentage de réussite des moissonnages, et récupérer les données qui sont bien là, on a fait que certains champs ne soient plus obligatoires. C'est le cas de plateforme, publisher, database et title. Ce qui, même si c'est un petit écart par rapport à la norme, au moins on récupère bien les données qu'on reçoit. On a aussi travaillé sur deux commandes dans la boîte à outils qu'on utilise pour administrer EasyMeasure, qui s'appelle ZA, à savoir export et import, qui nous permet de faire plusieurs choses. Une première chose qui nous permet de transférer les données de gestion, donc tout ce qui est établissement, utilisateur, etc., d'une instance à une autre, parce que pour rappel, on a plusieurs environnements pour travailler. Un environnement de dev où on a les derniers changements, c'est justement pour tester nous en interne si ce qu'on a fait marche bien, s'intègre bien avec le reste et réagit correctement. On a l'environnement d'intégration, où là on va pouvoir tester à plus grande échelle avec un environnement qui se rapproche énormément de la production, justement. Et on a la production, quand vous tapez easymesure.couperin.org, c'est là où vous arrivez. Et on a eu un problème, c'est qu'on avait des données de gestion qui étaient parfois un petit peu désynchronisées entre ces trois environnements, où par exemple des modifications sur un établissement côté prod n'étaient pas répercutées sur l'intégration et la dev, et on avait besoin justement de ces données pour tester. Donc on a deux commandes comme je le disais, l'export qui va récupérer les données de gestion et l'import qui va pousser les données de gestion dans un EasyMeasure. Et l'autre utilisation de ces deux commandes, c'est tout simplement aussi pour de la sauvegarde. On peut récupérer les données à un instant T et plus tard, quand on en a besoin ou s'il y a un problème, on peut toujours les réimporter euh, quand on en a besoin. Lors de cette sprint, on a aussi beaucoup travaillé dans le fond de la salle, dans le fond du projet, pour rajouter des choses qui arriveront un tout petit peu plus tard, qui ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais qui arrivent. Et justement, je parlais d'environnement de dev. Tout ce dont on va parler dans cette catégorie-là, c'est justement disponible dans cet environnement de dev, donc on teste et on vérifie si tout marche bien. En l'occurrence, on a changé la page d'administration des points d'accès. Avant, c'était une petite pop-up où on voyait des choses, mais pas tout et pas clairement. Maintenant, on a beaucoup plus d'informations qui sont beaucoup plus claires, avec plus de filtres aussi pour trouver les informations, avec de la validation d'identifiants. Si par exemple, il manque une clé d'API sur un identifiant ou autre, on le voit tout de suite. Et aussi le fait de pouvoir contacter directement depuis cette page les établissements qui utilisent cet endpoint. Et c'est très très pratique dans le sens où, par exemple, on a des endpoints qui tous les ans vont changer leurs identifiants. Et donc, jusque maintenant, c'était un peu compliqué de savoir qui utilisait quoi. Maintenant, on aura juste à aller sur cette page, à cocher tous les établissements, et on pourra directement envoyer un mail en disant bonjour, faudrait changer les identifiants parce que c'est une plateforme qui change tous les ans. On a aussi retravaillé un petit peu sur l'administration des droits, et notamment quand il y en a beaucoup à gérer en même temps, puisque dans la version actuelle d'EasyMeasure, quand on rajoute un entrepôt, un espace à un établissement, il faut qu'on donne les droits à la main à chaque membre.
Ce qui, pour des petits établissements, peut aller très vite. Quand on a une ou deux personnes, ça se fait en quelques clics. Quand on commence à avoir des établissements à 30, 40, 50 personnes, ça commence, dans EasyMesure, j'entends, ça commence à devenir à être un peu plus long, un peu plus rébarbatif. Donc on a travaillé sur le fait que quand on crée un entrepôt ou un espace, on puisse directement donner les droits et les donner par lot. On peut dire bah, toutes les personnes auront accès à cet entrepôt en lecture ou en lecture-écriture, etc., etc. Ce qui facilite énormément l'opération pour nous et ce qui va nous permettre aussi de mieux gérer et de gommer un petit peu les petits soucis de droit qu'on a pu avoir par le passé. De plus, on a aussi rajouté l'adresse mail dans la liste des membres, ce qui facilite le contact avec justement les membres et aussi pour permettre de bien les identifier en cas de souci de droit. C'était trop vite. C'est pas grave. Et on a aussi, toujours dans tout ce qui est moissonnage, on pourra modifier aussi les rapports supportés. Dans le sens où, quand on moissonne actuellement, on demande la liste des rapports supportés par la plateforme, et on va moissonner tous ces rapports-là. On va prendre tout ce qu'on demande, et on va restreindre tout ce qu'on demande à ce que la plateforme supporte, pour essayer de limiter un petit peu les erreurs. Sauf qu'on s'est rendu compte, avec justement le SGBU, que certaines plateformes déclarent supporter des rapports qu'elles ne supportent pas. Typiquement, vous pouvez le voir sur cette slide, on a APS, complètement par hasard, qui nous dit on supporte le DR, mais quand on le moissonne, on se rend compte qu'ils ne le supportent pas et nous disent clairement on ne supporte pas le DR. Donc on se retrouve un petit peu coincé jusqu'alors, et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait bien de pouvoir dire ah mais en fait cette plateforme là elle a beau dire je supporte le DR, elle ne le supporte pas. Du coup slide suivante Ah, pour qu'on voie un petit peu. ton micro avait été coupé, Tom. Du coup, j'ai pas, on a, enfin, j'ai pas entendu la fin de ton intervention. Je disais donc, euh, on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir modifier un petit peu à la volée le fait de cette liste de rapports supportés par cet endpoint. Et comme vous pouvez le voir justement à gauche, ça se fait assez simplement, on tape le nom du rapport qu'on veut ignorer, ou au contraire qu'on veut supporter malgré le fait que la plateforme nous dise non. Parce qu'on a eu aussi le cas inverse, c'est-à-dire la plateforme, quand on récupère la liste qui nous dit on ne supporte pas par exemple le PR, mais en fait qui le supporte très bien quand on le demande. Donc ça va nous permettre de limiter un petit peu les faux négatifs qu'on a lors du moissonnage, et aussi de récupérer un petit peu plus de données dans le deuxième cas. On a aussi travaillé sur l'apparition de deux nouveaux champs dans Kibana, dans les tableaux de bord, qui sont X endpoint name et X harvested at. Le premier, c'est le nom du point d'accès tel qu'on l'a dans la gestion des identifiants sushi d'EasyMesure. Parce qu'on s'est rendu compte que on a beau moissonner, par exemple, si j'en prends dans la liste Springer Nature, il se peut qu'ils nous renvoient un plateforme qui n'est pas tout à fait explicite. Typiquement, ils peuvent nous renvoyer Siam ou Nature.com ou Springer Link, etc., etc. Et pour améliorer la clarté de notre tableau de bord, on s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir à côté de ça quand même le nom de l'endpoint dans la page des identifiants sushi. Ce qui va nous simplifier déjà effectivement la clarté, mais aussi la recherche et même faire, comme on peut le voir, un tableau de correspondance entre les deux. Et je vais pouvoir, Dans le futur, je complète ce que tu dis, dans le Tom. futur, Dans c'est le toujours futur, sur la machine de développement, tout ça. l'exemple que l'on voit qui souvent nous a été demandé en webinaire et en support, c'est par exemple Vision 4 Press. Eh bien, les collègues ne comprenaient pas ce que voulait dire cette plateforme. Eh bien là, grâce à ce nouveau champ qui sera intégré donc dans le futur très proche, hein, quand cette nouvelle fonctionnalité sera mise en production, eh bien, on va mettre à jour les tableaux de bord génériques et on va rajouter dans la table de la plateforme ce point d'accès EasyCounter que tu viens d'évoquer. Par exemple, pour Vision 4 Press, on verra la correspondance à côté, EDP Science
et du coup, ça sera clair pour tout le monde, puisque les informations qu'on aura dans le point d'accès seront les mêmes que dans le registry Counter 5. Voilà, c'est juste ce que je voulais compléter. Parfait, merci. Et je vais pouvoir laisser la main à Léo qui va nous parler d'une nouvelle machine. Oui, alors bonjour à tous. Donc là, on va sortir du contexte Easy Mesure moissonnage pour enchaîner sur des choses qu'on a faites au niveau de l'équipe, de la documentation et de nos méthodes de travail. Donc durant cette sprint, nous avons mis en place une nouvelle machine, donc qui est la machine EasyTeam, donc qui porte le nom de l'équipe, hein. Donc cette machine, elle va permettre de déployer des applications qui vont être utiles pour l'équipe. Donc on a déjà installé 4 choses. Donc pour ce qui est la documentation, on a installé Outline, donc j'en parle dans la slide juste après. Pour le monitoring, on a mis en place pour le monitoring, on a mis en place le logiciel Uptime Kuma, donc c'est un site web qui va permettre d'interroger, de faire des pings sur des sites web, des API régulièrement, afin de vérifier que les services soient toujours disponibles. Et pour faire un gestionnaire d'authentification, pour se connecter à toutes ces applications-là, on a mis en place Authentic. Alors l'utilisation d'Authentic, ça restera temporaire, puisqu'on avait des contraintes de temps, il fallait qu'on mette en place Hotline pour l'arrivée de Benjamin. Et donc on a choisi ça parce que c'était déjà maîtrisé par Tom, et donc c'était plus rapide à mettre en place. Mais à l'avenir, on va migrer sur un autre gestionnaire d'authentification, Keycloak. Donc il est déjà en train d'être mis en place à l'INIST par le CICI. Donc on peut passer à la prochaine slide. Donc durant la dernière sprint, on avait expliqué qu'on avait choisi Outline comme outil pour écrire la documentation. Donc la documentation d'administration et de la documentation utilisateur. Donc juste un petit rappel, Outline, c'est un site web qui va permettre l'écriture et la publication de documents de manière collaborative et sans nécessiter de compétences techniques. Donc cependant, lors de la Dev Sprint, on était sur une instance qui était non pérenne. Maintenant, on a une instance installée à l'INIST où on va pouvoir s'investir plus dedans. Donc on a déjà commencé à le remplir en ajoutant plein de catégories comme on peut le voir à gauche sur nos projets. Et on a déjà commencé à écrire des documents dedans. Et justement, je vais passer la main à Benjamin qui va se présenter, qui va nous parler d'une partie de la documentation qui a été réalisée sur Hotline. Bonjour à tous. Du coup, pour commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Benjamin Cuvillier, je suis stagiaire au sein du service mesure des usages de l'INIST pour 4 mois, d'avril à août 2024. Donc, ce stage, je le fais dans le cadre de mes études. Je suis en Master 2 dans un double diplôme politique des bibliothèques et de la documentation et humanité numérique à l'ENSIB. Et du coup, la mission de mon stage, je suis là en tant que rédacteur technique pour travailler sur de la rédaction et du regroupement de documentation plutôt à destination des utilisateurs. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé une première mission qui était de réaliser un glossaire. Euh, voilà, donc la création d'un glossaire afin de faciliter la compréhension et l'accès à l'information, parce que en fait la volonté c'était de rendre accessible le vocabulaire Readmetrics, qui est souvent très précis, voire technique. Et, euh, et le but c'était d'avoir un document simple et épuré qui permet d'avoir accès, lorsqu'on ne comprend pas un terme, d'avoir accès à la définition très rapidement. Donc pour l'instant, ce glossaire comprend environ une soixantaine d'entrées et a pour objectif d'être enrichi au fur et à mesure. Et pour l'instant, ce glossaire n'est que sur le Outline, donc n'est pas disponible en public, mais l'objectif à terme est de le rendre disponible à tout le monde. Mais enfin, il faudra encore définir la façon de le faire. Et du coup, la deuxième mission que j'ai faite pour l'instant durant ce stage, c'est la rédaction d'un manuel d'installation étape par étape d'EasyParse en local. Donc voilà, donc le but de ce document, c'est de permettre aux personnes intéressées de pouvoir installer et tester EasyParse sur leur ordinateur. C'est un document pas à pas, de l'installation de WSL qui est obligatoire pour installer EasyParse jusqu'à le chargement de données dans EasyMesure qui est, on va dire, la fin de ce qu'on peut faire. Donc c'est un document qui reprend tout pas à pas et donc, qui est fait dans le cas hypothétique, on peut dire, où un utilisateur voudrait tester EasyParse mais n'a pas de référent technique ou numérique autour de lui et donc devrait faire ça seul. Et donc le but de ce document, c'est ça, c'est de montrer comment cela fonctionne et aussi d'avoir un aspect un peu pédagogique, d'expliquer à quoi servent les outils, à quoi sert WSL, comment fonctionne EasyParse, etc., etc.
Et voilà pour moi. Et donc en dernière slide sur ce qu'on a fait, donc on a également mis en place aussi l'utilisation de KeePass. Donc KeePass, c'est un gestionnaire de mots de passe qui permet de sauvegarder un ensemble de mots de passe dans une base de données chiffrée. Donc si on a mis KeePass en place dans l'équipe, c'est parce que on produit beaucoup de logiciels et on travaille avec beaucoup de logiciels qui nécessitent des créations de comptes d'administration et donc indirectement qui nécessitent la création de mots de passe. Et de plus, vu qu'on travaille dans plusieurs environnements, développement, intégration, production, ça rajoute encore plus de mots de passe à gérer. Et donc, on a utilisé plusieurs façons de gérer les mots de passe, mais il n'y en avait pas tellement qui étaient satisfaisantes. KeePass apporte une solution simple et sécurisée. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une base de données pour enregistrer tous les comptes globaux de l'équipe, donc tout ce qui est compte d'administration. Cette base de données elle est stockée pour le moment dans notre instance Hotline, donc qui est disponible uniquement en interne et accessible uniquement pour l'équipe. Merci Léo. Eh bien, les prochains rendez-vous, on arrive à la fin de la sprint, donc ça va être, comme je le disais tout à l'heure, les supports mutualisés et webinaires. On a 2 supports qui sont prévus au mois de juin, le 7 et le 14 juin. Pour les nouveaux collègues qui intègrent donc le service Readmetrics avec la prise en main des tableaux de bord génériques et puis aussi la personnalisation des tableaux de bord. Donc ces 2 sessions durent 1h30. Et aussi un webinaire qui va vous permettre de découvrir le tableau des accès refusés que j'évoquais tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas pu voir le premier webinaire. Donc ce sera le lundi 17 juin de 14h30 à 15h30. Donc vous retrouverez toutes ces dates et ces rendez-vous bien, dans le blog, hein. Vous voyez que c'est dans la partie rendez-vous du blog Readmetrics. Et puis la prochaine sprint review, donc la numéro 4, eh bien, elle aura lieu le vendredi 6 septembre 2024 de 14h à 15h et toujours en distanciel avec Zoom. Donc voilà, pour les prochains rendez-vous pour la rentrée 2024. Et donc, eh bien, on arrive à la fin de la présentation et on va passer aux questions si vous en avez.